Paul Lecourt, par exemple, dans son livre Le Septième Sens, écrit « La tradition est semblable, donc la tradition atlante, est semblable à cette belle au bois dormant qui sommeillait depuis 100 ans dans un château entouré d'une inextricable forêt. Cette forêt, c'est la forêt des symboles et des légendes à travers lesquelles il faut se frayer un chemin en utilisant la double hache. » Alors pourquoi ce passage est intéressant? Parce qu'il nous permet de cautionner notre interprétation de Serpent Rouge. En effet, Plantard, dans Serpent Rouge, reprend non seulement l'image de la Belle Endormie, mais aussi celle de la forêt inextricable des symboles à travers laquelle il faut passer. Dans mon pèlerinage éprouvant, je tentais de me frayer à l'épée une voie à travers la végétation inextricable des bois. Je voulais parvenir à la demeure de la Belle Endormie. Donc là, on voit encore que ce qui pouvait paraître pour des indications de recherche sur le terrain, donc se frayer une voie à travers les bois, en fait, peut se lire aussi de façon symbolique, traverser la forêt des symboles, les comprendre correctement et arriver à la source qui les a tous inspirés. On l'a vu aussi, cette Belle Endormie, Oswald Wirth faisait d'elle une figure métaphorique de ce qui se passe lorsque l'initié atteint le stade ultime, qu'il réveille en lui l'étincelle divine. Donc, je reprends cette citation, « L'initié doit s'ouvrir aux vérités dont le germe est en nous, chacun porte en soi une belle au bois dormant que réveille la véritable initiation. Mais pour réveiller la dormeuse, il faut l'aimer. » Et enfin, cette Belle Endormie, par Plantard, est associée à Isis. Pourquoi Isis? Donc là, on rentre encore dans autre chose. Isis, dans la tradition symbolique, est une figure des secrets de la nature. Cette déesse égyptienne a été largement comprise dans l'imaginaire, y compris l'imaginaire profane, comme une image des secrets de la nature, des lois de la nature. C'est celui de la descendance cachée de Jésus et Marie-Madeleine, et d'une lignée occulte qui remonterait aux Mérovingiens et qui serait un jour appelée à régner à nouveau sur la France. Donc ça, c'est la lecture au premier degré. Et quand on a cette lecture en tête, évidemment, on ne voit dans ce symbole du prieuré des Sillons qu'un seul symbole, la fleur de lys. Maintenant, quand on y regarde un peu plus près, quand on refait le parcours initiatique de Plantard, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que la fleur de lys dans ce symbole du prieuré de Sillons. On retrouve les lacs d'amour maçonnique, on retrouve à travers la fleur de lys l'image du trident, puisque Paul Lecourt lui-même disait que le trident et la fleur de lys c'était une seule et même chose. Le trident de Poséidon, donc du dieu de l'Atlantide, donc on revient à cette notion de l'Atlantide, et on y revient aussi à cette notion de l'Atlantide avec un autre symbole qui est la croix du Sud, que Pierre Plantard a combiné à la fleur de lys. La croix du Sud que Pierre Plantard rencontre très tôt à travers la figure de sa première initiatrice, Geneviève Zaeffel. Croix du Sud qui, pour Geneviève Zaeffel, est un symbole lémurien et atlante. Et on voit donc que derrière cette fleur de lys du prieuré de Sillons, en fait, se cache tout un réseau symbolique qui nous renvoie à l'Atlantide. Donc, je vais maintenant apporter un autre développement à cette conférence. Ce sont les textes plantardiens et leurs clés de lecture, puisque, en effet, Pierre Plantard a pris soin de glisser dans ces textes un certain nombre de clés qui nous permettent de les comprendre correctement. Une de ces clés de lecture, c'est ce que j'ai appelé l'importance des notes marginales. Pierre Plantard s'est entouré d'un certain nombre de personnes pour écrire le mythe de Rennes-le-Château. Parmi ces personnes se trouve Philippe de Chérisey. Philippe de Chérisey avait un certain nombre d'usages littéraires qu'il réemployait couramment. Et l'un des plus intéressants est celui qui est visible derrière moi en ce moment, c'est la 4e de couverture de Livre à vendre, coécrite par Philippe de Chérisey et Roland Duliard en 1977. Si on regarde cette 4e de couverture de loin, on voit que ce livre a obtenu le prix Goncourt en 1977, et effectivement, beaucoup de bouquinistes le vendent comme tel encore aujourd'hui. Maintenant, si on regarde plus attentivement la 4e de couverture, on voit qu'en tout petit est écrit ce livre n'avait encore obtenu le prix Goncourt 77. Donc, ça fait partie de l'humour chérésien, de cette dérision permanente. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jeu typographique est aussi riche d'enseignements sur une façon d'écrire. Ce n'est pas ce qui est écrit en très gros et de très loin qui est le plus important.
Le plus important, c'est ce qui est écrit en tout petit à côté et qui va expliciter le sens de ce qui est écrit en gros. Dans l'histoire que l'on évoque cet après-midi, ce qui est écrit en gros, évidemment, c'est le mythe dynastique forgé par Plantard. Maintenant, il faut chercher les notes marginales pour bien comprendre le sens de ce mythe. Alors, ces notes marginales, pour Plantard, ça peut être des bibliographies. Et je vais ici donner un exemple très parlant de ce phénomène. En 1977, donc, comme je l'ai déjà signalé, Plantard préface la première réédition de la vraie langue celtique de l'abbé Boutet. Et suite à son introduction, il fournit à son lecteur une bibliographie qu'il dit être intéressante. La plupart des ouvrages qui se trouvent dans cette bibliographie renvoient soit à l'histoire locale, soit à l'histoire du celtisme, soit au contexte historique lié à l'abbé Boutet. Mais se sont glissés ici un certain nombre d'ouvrages qui, a priori, n'ont rien à faire dans cette bibliographie, puisqu'ils ne concernent pas du tout le sujet, ni de l'introduction de Plantard, ni de la vraie langue celtique. Un de ces livres, c'est Le sang peut-il vaincre la mort d'Hubert Larcher, publié en 1957. Alors ça m'a intrigué. Pourquoi Plantard glisse-t-il une référence à ce livre dans cette bibliographie? Je me suis donc procuré ce livre, qui est publié par Gallimard à l'époque, dans une collection dirigée par Rémi Chauvin. Alors ce livre, que nous raconte-t-il? Eh bien, la théorie centrale de l'ouvrage, c'est que le sang contient une substance incorruptible, susceptible d'être réveillée par certaines pratiques spirituelles, comme l'alchimie. Alors là, ça commence à retenir mon attention, parce que cette notion de l'alchimie, évidemment, elle est très présente chez Plantard quand il s'intéresse à Rennes-le-Château. J'ai évoqué tout à l'heure la symbolique alchimique de Serpent Rouge. Ce livre est très inspiré de la pensée et de l'œuvre de Milosz, qui est un poète, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages baignés par l'alchimie, comme Ars Magna, et qui, au sein de son œuvre, développe un concept majeur, c'est celui de la mémoire du sang. La théorie, héritée de différentes traditions hermétistes, spirituelles ou alchimiques, nous explique que le sang tel qu'il coule en nos veines est empoisonné, mais que si on arrive à se guérir de ce poison, eh bien on peut réveiller en lui une substance éternelle qui donne à l'homme qui la réveille des capacités, notamment médiumniques. Voici ce qu'écrit Larcher à ce sujet. La citation est un peu longue, mais elle permet bien de comprendre la suite de mon propos sur Plantard. Songeant aussi à la vertu illuminatrice de la conscience que Milosz attribuait au contrepoison anticorrupteur, en nous rappelant l'importance, chez certains grands stigmatisés, de l'aptitude visionnaire qui leur livre, plus ou moins imparfaitement, selon leur état, la conscience de certains éléments d'un passé ou d'un lointain distant. Cette mémoire, étendue au-delà des frontières de la vie individuelle et débordant parfois sur le présent et même l'avenir, n'est-elle pas l'incertain clignotement, l'aube timide, du lever du soleil de la mémoire qui, vue face à face, fixerait, dans une immobilité plus vivante que jamais, les corps de ceux qui rassemblent, dans le présent d'une prodigieuse mémoire cosmique, vaste comme les océans, la vision totale de l'éternelle histoire. Alors pourquoi ce livre est intéressant? Eh bien, il est intéressant parce qu'il permet de comprendre une petite phrase glissée par Pierre Plantard dans Serpent Rouge, qui, autrement, est absolument incompréhensible. En effet, il apparaît que les théories développées par Larcher et par Milosz explicitent la démarche plantardienne à Rennes-le-Château. Au 8e signe de Serpent Rouge, Plantard écrit « J'ai été comme les bergers du célèbre peintre Poussin, perplexe devant l'énigme Et in Arcadia ego. La voix du sang allait-elle me rendre l'image d'un passé ancestral? Oui, l'éclair du génie traversa ma pensée. Je revoyais, je comprenais. » Là, très clairement, Pierre Plantard évoque cette mystique de la mémoire du sang, et il nous permet de comprendre que ce qu'il a vu à Rennes-les-Bains, il l'a vu à travers une démarche spirituelle qui l'a plongé dans un certain état de médiumnité. Et on voit donc l'importance, à travers cet exemple, des notes marginales de Plantard. C'est-à-dire que sans ces notes marginales, on ne peut pas comprendre le sens, ou une grande part du sens, d'une partie de ces textes. Alors ça peut paraître surprenant évidemment, mais là encore on peut étayer cette interprétation, il me semble qu'elle se suffit en soi, mais si certains voulaient la contester, eh bien on pourrait évoquer le rapport très fort de Pierre Plantard avec la notion de voyance.
Pierre Plantard, dès 42, écrit dans Vaincre, présent, passé, avenir ne sont qu'une illusion. Des êtres sensibles peuvent atteindre dans cet état second la sensation de percevoir, l'impression de vision ou le phénomène d'audition. Il écrit ça en février 43 dans Vers l'unité des forces. Pierre Plantard, je l'ai dit, est façonné par la figure de Geneviève Zaeffel. Geneviève Zaeffel est une médium. Il la verra jusque dans les années 60. Il y a donc un suivi entre Plantard et Zaeffel. Et Plantard, au moment où il écrit Serpent rouge, se dit lui-même médium, et il avait notamment créé une série de jeux de cartes avec lesquels il affirmait pouvoir avoir une vue intrusive dans l'avenir. Donc, que Serpent rouge soit le récit d'une expérience visionnaire, finalement, quand on replace les choses dans le contexte plantardien, n'a rien d'étonnant. Et on voit que le titre, Serpent rouge, est donc amené lui aussi à prendre deux sens différents, à minima, puisque le serpent rouge, c'est la Sasse, cette rivière qui, dès qu'il pleut trop fort, se charge des terres rouges et prend donc l'apparence visuelle d'un serpent rouge. Mais le serpent rouge, c'est aussi le sang qui coule en nos veines, et c'est le sang et ses facultés occultées. Alors je vais terminer cette intervention avec cette évocation d'une autre compréhension du mythe plantardien. C'est-à-dire que on voit qu'en fait, cette histoire que nous raconte Plantard, elle est, quand on l'a décrite de manière littéraire et symbolique, bien différente de ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. Et je vais m'attarder sur cette date, 17 janvier. Cette date qui nous rassemble ici, puisque c'était hier le 17 janvier, date emblématique dans l'affaire de Rennes-le-Château, date qui a été amenée par Pierre Plantard. Il y a donc une raison. Pourquoi Pierre Plantard a-t-il focalisé l'attention sur le 17 janvier? Alors une première raison est suggérée par Plantard, qui nous le dit. Roseline a sa fête le 17 janvier. Sainte Roseline, dont on voit ici le corps conservé en Provence. Le corps de la sainte aurait été retrouvé parfaitement intact dans son tombeau. Et là c'est intéressant puisque, à travers Roseline, évidemment, on a l'évocation de ce processus de transformation alchimique du sang. Sainte Roseline, Pierre Plantard l'évoque dans son introduction à la vraie langue celtique de l'abbé Goudet, et il nous dit que sa légende mérite lecture. Et pour induire cette lecture, il y a le livre de Hubert Larcher, puisque Plantard le signale à ce moment-là une note de bas de page, et le livre d'Hubert Larcher évoque l'image de la conservation éternelle des corps qui auraient accompli ce voyage initiatique. Il y a cette image assez saisissante dans ce livre. Dans ce corps tombeau, le précieux sang continue d'opérer. Dans l'athanor de chair se cache la ludelle du cœur, et c'est peut-être dans ce Graal que s'élabore ce qui défiera les contraintes du temps, de l'espace et du mouvement. Donc il y a incontestablement derrière le 17 janvier le renvoi à cette figure de Sainte Roséline et à ce qu'elle peut représenter. Et puis janvier, 17 janvier, c'est aussi une évocation de la figure de Janus, le dieu romain à double face, le dieu gardien des portes. Alors on va voir que là, c'est pas de l'interprétation non plus, puisque Plantard nous amène régulièrement vers cette notion de la porte. Donc Janus, du latin janua, la porte, ses attributs évidemment renvoient à cela. Il a deux attributs, le dieu romain Janus, c'est la clé d'un côté, la clé avec laquelle on ouvre ou on ferme une porte, et puis il a le bâton qui était le bâton des portiers romains, les janitores, qui avec ce bâton écartaient tout ce qui ne devait pas rentrer dans les logis, comme les chiens errants par exemple. Alors, quelques citations avant de faire le lien avec l'œuvre de Plantard sur Janus. Janus est donc le dieu aux deux visages, il est évoqué par un certain nombre d'auteurs antiques, puisque c'est une figure majeure, et il est notamment évoqué par Ovide qui est un auteur qui affectionnait Plantard.